Voilà, donc on est très content et très flatté et très honoré d'être là. La liste des invités, on est très très fiers d'être au milieu. Voilà, donc comme Pierre l'a expliqué, moi je vais vous parler, j'ai préparé une intervention, normalement c'est 30 minutes pile, de mécanismes de diffusion des idées. Moi je m'intéresse particulièrement à ça, et comment des idées fausses peuvent devenir de plus en plus fausses, et néanmoins de plus en plus hégémoniques et de plus en plus consensuelles. Pour ça, je vais vous parler d'un biais de raisonnement que je trouve particulièrement important pour comprendre ce qui se passe, qui s'appelle, en anglais, c'est le psychologue Keith Stanovich qui a inventé le terme. Il appelle ça le My Side Bias. Moi, je vais traduire ça par biais du supporter. Donc d'abord, je vais vous parler de la littérature de ce biais. Ensuite, je vais m'intéresser aux conséquences de notre façon de raisonner ainsi et à ce que ça peut faire dans la dynamique des idées, comment on peut devenir de plus en plus polarisé et comment ceux qui ont tort peuvent en fait avoir de plus en plus de tort, tout en étant complètement rationnels. Et j'appliquerai les résultats de cette discussion au monde universitaire et j'argumenterai de façon à dire que le monde universitaire est particulièrement susceptible à ce biais et tombe particulièrement dans ce biais. Voilà. Donc je vais commencer. Donc, je vais vous lire le texte que j'ai préparé. En 1951, un match de football américain oppose l'université de Princeton à celle de Dartmouth. Une partie mémorable parce qu'elle était particulièrement violente. La star de Princeton sort blessée avant la mi-temps, le nez cassé, avant qu'un joueur de Dartmouth ne sorte blessé au troisième quart-temps, jambe cassée lui. 3 ans plus tard, 2 psychologues diffusent à des étudiants la vidéo du match et leur demandent quelle équipe a initié la violence. Et là, les résultats sont surprenants. Pour 86% des étudiants de Princeton, c'est Dartmouth, alors que pour 64% des étudiants de Dartmouth, c'est Princeton. Et pourtant, les personnes n'avaient intérêt à mentir, parce que les résultats étaient complètement anonymes et que les chercheurs avaient donné pour consigne de répondre avec un maximum d'objectivité. Donc on a là une première illustration du biais de supporter. Soumis à des éléments nouveaux, notre cerveau ne les voit pas et ne les interprète pas de la même manière selon qu'ils favorisent ou défavorisent notre camp. Le résultat dans les champs académiques universitaires de la psychologie a été très fréquemment reproduit. En 2012, 2 psychologues ont diffusé des extraits vidéo montrant des affrontements entre la police et des manifestants. Ils font croire à la moitié des participants qu'il s'agit d'une manifestation anti-avortement et à l'autre moitié qu'il s'agit d'une manifestation en faveur des droits LGBT, plus particulièrement du droit des homosexuels à intégrer l'armée américaine. Encore une fois, les résultats, énorme surprise. Au sein du premier groupe, 70% des conservateurs et 28% des progressistes déclarent voir des policiers bafouer les droits des manifestants, alors qu'au sein du second groupe, les proportions sont rigoureusement inverses, avec, je crois, 82% vs 18%, mais dans le sens inverse, alors que les gens avaient vu les mêmes images. Donc là encore, on a une preuve que notre appartenance à un camp biaise notre perception visuelle. Ceux qui adhéraient à la cause des manifestants ne voyaient littéralement pas les mêmes images que ceux qui n'y adhéraient pas. Et ce biais ne joue pas uniquement sur notre perception visuelle, mais de manière générale sur notre capacité à évaluer des preuves n'allant pas dans notre sens. On accorde systématiquement un poids trop élevé aux éléments qui confirment nos a priori, alors que nous sous-évaluons l'importance des éléments infirmant nos convictions. En 1979, par exemple, 3 chercheurs ont soumis à des participants 2 études et leur ont demandé de noter sur 10 la méthodologie de chacune. La première étude confirmait l'effet dissuasif de la peine de mort, alors que la seconde l'a réfuté. Sans surprise, les opposants à la peine de mort ont attribué une bien meilleure note à la seconde étude qu'à la première, alors que ses défenseurs ont fait l'inverse. Pourtant, les études avaient été construites et choisies par un panel d'experts pour être exactement aussi rigoureuses l'une que l'autre. Donc là, j'ai parlé de 3 études, j'ai fait un rapide tour, il y en a beaucoup d'autres, mais de la façon dont nos a priori jouent sur notre évaluation de nouveaux éléments qu'on nous présente. Mais le biais s'applique aussi à notre façon de raisonner et à notre capacité à générer des arguments. En fait, ce qui se passe, c'est que nous avons énormément de mal à juger un raisonnement indépendamment de sa conclusion. Par exemple, si on considère le syllogisme suivant. Toutes les choses vivantes ont besoin d'eau, or les roses ont besoin d'eau. Par conséquent, les roses sont des choses vivantes. Intuitivement, nous avons tendance à ne pas y déceler, du moins pas intuitivement,
d'erreurs de logique. Mais maintenant, considérez le raisonnement suivant. Tous les insectes ont besoin d'oxygène, or j'ai besoin d'oxygène, donc je suis un insecte. On voit tout de suite que c'est absurde, et influencé par cette conclusion, on perçoit l'erreur de logique. Donc une conviction personnelle, les roses sont des choses vivantes et moi je ne suis pas un insecte, influe sur notre capacité à juger de la validité logique d'un argument. Et l'expérience semble peut-être pas réplicable avec des vrais arguments dans des contextes plus politiques, mais elle a été réitérée avec des syllogismes sur l'avortement, la religion, le cannabis, le port d'armes, l'immigration, le climat ou l'économie, avec toujours le même résultat. Plus les sujets adhéraient à une conclusion, et moins ils étaient capables de repérer les erreurs de logique d'un argument qui soutenait cette conclusion. Je vous cite une dernière étude, après c'est fini pour le tour des études. Un professeur de philosophie a étudié en détail l'opinion publique sur la peine de mort, et il s'est étonné de la répartition des avis. D'un côté, certains croyaient que la peine de mort présente un faible bénéfice dissuasif, donc un argument à 0 contre elle, et que beaucoup d'innocents sont condamnés, donc 2 à 0 contre elle. Et de l'autre, certains croient que la peine de mort a un fort bénéfice dissuasif, donc 1-0 pour elle, et que peu d'innocents sont condamnés à mort, donc 2-0 pour elle. Mais personne, ou presque personne, ne pensait qu'elle avait un faible bénéfice dissuasif, 1-0 contre elle, mais que peu d'innocents étaient condamnés à mort, 1 partout, ou l'inverse, qu'elle avait un fort bénéfice dissuasif, 1-0 contre elle, mais que beaucoup d'innocents étaient condamnés à mort, donc 1 partout. Donc, pourquoi c'est particulièrement important? Parce qu'on a là un indice de ce que le psychologue Jonathan Haidt, que Pierre va citer, appelle le raisonnement motivé. En fait, souvent, c'est nos arguments qui découlent de nos convictions, et non pas, comme la rationalité le voudrait, nos convictions qui découlent de nos arguments. Donc ceux qui jugeaient la peine de mort inacceptable s'interdisaient, sans s'en rendre compte, et c'est là bien le problème, de promouvoir la thèse adverse en faisant preuve d'honnêteté intellectuelle, et vice-versa. Donc, quelles répercussions de ça dans la dynamique des idées? Pour cela, je suis désolé, il va falloir encore un petit développement théorique. En répondant à cette question, est-ce que le biais du supporter, en fait, est toujours irrationnel, comme je l'ai laissé entendre? Revenons à une des études citées plus haut, celle où les sujets devaient évaluer la justesse méthodologique de rapport sur l'effet de la peine de mort. Donc de prime abord, et c'était le consensus en psychologie, on pensait qu'elle dénotait une forme d'irrationalité. Donc la logique était la suivante. Nous assignions tous une probabilité à certaines possibilités, par exemple à l'existence d'un effet dissuasif de la peine de mort. Soumis à de nouvelles infos, la rationalité exigerait que l'on réajuste notre proba initial. Admettons par exemple que pris ensemble, les deux rapports sur la peine de mort, étant donné leurs résultats mitigés, constituent un indice que la probabilité de l'existence d'un effet dissuasif se situe autour de 50%. Ceux qui assignaient une probabilité de 90% à l'existence de cet effet auraient dû réviser leur probabilité vers le bas, alors que ceux qui lui assignaient une probabilité de 10% auraient dû réviser leur probabilité vers le haut. Et ne pas le faire était perçu pendant longtemps comme une forme d'irrationalité. Mais en 1993, un spécialiste de la théorie de la décision qui s'appelle Jonathan Kohler a établi une preuve extrêmement importante où il a démontré que quand les nouveaux éléments auxquels nous sommes soumis sont incomplets ou pas entièrement fiables, il est complètement rationnel en fait de fonctionner ainsi. Pour le comprendre, je vais vous prendre une expérience de pensée toute bête. On vous présente 2 études. La première démontre que la Terre est plate, la seconde qu'elle est ronde. Les 2 études sont aussi rigoureuses méthodologiquement, ou semblent l'être. Qu'exige la rationalité? Que vous révisiez à la baisse la probabilité que vous attribuez au fait que la Terre est ronde, ou bien que vous concluiez que la seconde étude est pleine d'erreurs? Ce qu'argumentait Kohler, justement, c'est qu'il est parfois rationnel non pas d'utiliser les nouveaux éléments pour réévaluer sa probabilité initiale, mais d'utiliser sa probabilité initiale pour juger de la qualité des nouveaux éléments. Et c'est ce résultat qui est fondamental pour comprendre le reste. Et donc c'est comme ça que les sujets lisaient les rapports sur la peine de mort. Ils projetaient rationnellement leur conviction sur l'évaluation des preuves. Si la peine de mort a bien un effet dissuasif, une étude qui montre qu'elle n'en a pas sera, comme une étude qui affirme que la Terre est plate, sans doute pleine d'erreurs. Et vice-versa pour ceux qui adhèrent à la conclusion opposée. Et on en arrive au cœur du problème, qui est l'existence d'une boucle rétroactive qui renforce chacune de nos convictions. Pour les défenseurs de la peine capitale, les 2 rapports constituaient, pris ensemble et en dévaluant celui qu'ils estimaient rationnellement peu fiable, une preuve de l'effet dissuasif de la peine de mort.
Et donc ceux qui assignaient avant leur lecture une probabilité de 90% à l'existence de cet effet, révisaient leur probabilité vers le haut et non vers le bas, et vice-versa. Ceux qui assignaient avant leur lecture une probabilité de 10% à cet effet, révisaient leur probabilité vers le bas, et non vers le haut. Et dans les faits, c'est exactement ce que les chercheurs ont observé, et c'est le résultat le plus important de cette étude. Les défenseurs et les pourfendeurs de la peine de mort étaient plus polarisés après l'étude qu'avant, alors qu'ils avaient été soumis exactement aux mêmes informations. Et pourquoi on peut parler de boucle rétroactive? Parce que imaginons que le lendemain, on répète l'étude sur les mêmes sujets avec deux nouveaux rapports sur la peine de mort. Certains attribuent désormais une probabilité de 95% à l'existence d'un effet dissuasif et non plus de 90%. Et ceux-ci vont rationnellement projeter cette probabilité sur l'étude des preuves et d'évaluer encore plus le rapport qui ne va pas dans leur sens. Et donc, réévaluer encore vers le haut leur probabilité initiale et vice-versa pour les autres. Et ainsi de suite dans un cercle vicieux sans fin. Et donc, évidemment, le résultat de cette étude est décourageant, car il laisse penser que nous ne pourrons jamais parvenir à une convergence d'opinion au sein d'une population soumise aux mêmes infos, mais qu'au contraire, nous nous dirigeons inéluctablement vers une divergence à l'infini, vers une polarisation toujours plus grande. Le concept optimiste de marché des idées, selon lequel la vérité finira inévitablement par émerger de la confrontation libre des opinions dans le débat public, est complètement remis en cause. À cause du biais du supporter, les différences initiales d'opinion sont continuellement accentuées avec le temps. Autrement dit, ceux qui ont initialement tort, s'ils sont rationnels, ont de plus en plus tort. Keith Stanovich, qui est l'auteur qui a théorisé le My-Side Bias, il prend un exemple, une métaphore que je trouve particulièrement parlante pour comprendre ce qui se passe. Imaginons que Mathieu, par exemple, affronte Sandrine aux échecs. Au milieu de la partie, ils font une pause et ils quittent la pièce, mais ils laissent l'échiquier. À ce moment-là, Pierre et moi, on entre dans la pièce. On ne sait pas qui de Mathieu ou Sandrine joue avec les blancs. Mais moi, j'estime, a priori, que Mathieu est un meilleur joueur et je lui attribue une probabilité de victoire de 75%. Mais Pierre estime l'inverse. Il pense que Sandrine est une meilleure joueuse et il lui attribue une probabilité de victoire de 75%. Et là, on regarde l'échiquier. Et on voit, tous les deux, la même information. On voit la même information, c'est-à-dire que les blancs dominent. Et comme les blancs dominent, moi j'en déduis que c'est Mathieu qui joue avec les blancs, et comme il a 2 tours d'avance, je réévalue sa probabilité de victoire à 99%. Pierre voit la même information, sauf que lui il en déduit que c'est Sandrine qui joue avec les blancs, et comme elle a 2 tours d'avance, ce qui est un avantage particulièrement gros, et ben il réévalue sa probabilité de victoire à 99%. Donc à partir de croyances initiales différentes, moi je pensais que Mathieu était meilleur, Pierre que Sandrine, et soumis à la même information qui est juste l'échiquier, on arrive à des conclusions radicalement différentes. Alors qu'aucun de nous, en fait, n'aura fait preuve d'irrationalité. Et tous les résultats cités dans la première partie de cette discussion peuvent être réinterprétés sous ce prisme. Par exemple, prenons l'étude où on diffuse à des sujets une vidéo d'une manifestation. L'extrait ne montre pas l'intégralité de l'affrontement sous tous les angles possibles. Et même si c'était le cas, certains agissements de la part des manifestants ou des policiers sont souvent ambigus, les motivations potentielles multiples, les enjeux de maintien de l'ordre opaques, etc. Et donc, mobiliser une conviction personnelle pour interpréter les images afin de maximiser la probabilité que l'interprétation soit la bonne n'est pas forcément irrationnel. Par exemple, si l'on sait avec certitude que les manifestants sont des anges, on peut inférer une plus grande probabilité de tort du côté de la police. Et si l'on sait avec certitude que les manifestants sont des gens dangereux et violents, on peut inférer l'inverse. Or, notre conviction sur la personnalité des manifestants dépendra évidemment de notre opinion de la cause qu'ils défendent. Et de même, pour l'exemple du match de foot, un étudiant de l'université de Princeton, puisqu'il côtoie les étudiants de Princeton et qu'il sait que les étudiants de Princeton sont bienveillants, aura tendance, en voyant un tacle un peu ambigu et difficile à juger, à pencher pour l'explication clémente. Maintenant qu'on a fini la partie théorique, je vais entrer dans les raisons pour lesquelles je pense que le monde universitaire est particulièrement poreux à ce biais. J'ai 3 raisons. Premièrement, le biais du supporter est un des seuls biais qui n'est pas négativement corrélé aux capacités intellectuelles. Depuis les années 70, en étudiant presque tous les biais cognitifs, les chercheurs ont constaté que les sujets au QI élevé commettaient en moyenne moins d'erreurs.
pour tous les biais, sauf pour le biais du supporter. Et ça va plus loin que ça. Certaines études laissent penser que plus on est intelligent, en fait, plus on y succombe. Il y a une étude où trois psychologues en 91 qui ont convoqué des étudiants et qui leur ont posé un certain nombre de questions à laquelle ils devaient répondre par oui ou par non. Ensuite, sur un papier, ils devaient noter tous les arguments en faveur du oui ou en faveur du non. Et la conclusion, c'est qu'il y avait une corrélation entre le nombre d'arguments trouvés par un participant et son intelligence, mais seulement pour la colonne du jugement auquel ils adhéraient. Donc, par exemple, si l'étudiant pensait que la réponse était oui, il allait noter plus d'arguments sur la colonne oui que sur la colonne non, mais autant d'arguments sur le non, enfin sur la colonne qui ne confirmait pas son jugement, que les participants moins intelligents. Donc autrement dit, les sujets les plus intelligents ne trouvaient pas plus de contre-arguments à ses propres positions que les sujets les moins intelligents. Donc la conclusion des chercheurs, c'est la suivante, je cite: « Les gens investissent leurs ressources cognitives dans la défense acharnée de leur propre cause, pas dans l'exploration complète et impartiale d'un problème. » Et évidemment, on peut imaginer qu'il existe une corrélation imparfaite entre la poursuite de bonnes études secondaires et le QI. Ainsi, l'université serait remplie de gens particulièrement enclins à trouver des arguments en faveur de leurs propres conclusions, et donc particulièrement capables de rationaliser des idées fausses qu'ils tiennent pour vraies. On pense à la phrase d'Orwell, évidemment: « Certaines idées sont tellement absurdes que seuls des intellectuels pourraient y croire. » Et le problème est d'autant plus difficile à corriger que plusieurs études ont montré que plus on est intelligent, plus on croit être immunisé contre les biais cognitifs. Et d'ailleurs, à juste titre, sauf pour le biais du supporter. Deuxième raison, c'est que le degré du biais du supporter exercé dépend de l'opinion impliquée. Il est moins fort quand il s'agit d'une croyance et non d'une conviction. Quelle est la différence ici, comme je l'entends, entre une croyance et une conviction ? Je vais prendre l'exemple, encore une fois, que prend Keith Stanovich, le psychologue dont je vous ai parlé, pour l'illustrer. Imaginez que vous arrivez sur une planète inconnue, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la Terre. Lorsqu'on vous accueille, on vous explique que sur cette planète, les roses ne sont pas rouges ou roses, mais elles sont marrons. Vous serez étonné, mais après vérification empirique, vous vous résoudrez à l'évidence, les roses sur cette planète sont bien marrons, et vous passerez à autre chose. Mais imaginez maintenant que lorsqu'on vous accueille, on vous explique que sur cette planète, les gauchers sont considérés comme des êtres moralement inférieurs. Vous ne vous résoudrez jamais à accepter cet état de fait, car vous aurez la conviction que la façon dont on doit traiter les gens ne dépend pas de la main qu'ils utilisent pour écrire. Autrement dit, les croyances sont vérifiables, les convictions ne le sont pas, ou plus difficilement. Une autre différence importante, fondamentale même, c'est que les convictions mettent souvent en jeu notre ego, impliquent un engagement émotionnel et engagent parfois une partie de notre identité sociale. Par exemple, prenez l'exemple d'un élu écologiste qui a passé 20 ans à militer contre le nucléaire. Il ne peut pas, c'est coûteux psychologiquement et socialement pour lui aujourd'hui de changer d'avis sur la question. Et pourquoi la distinction est importante ? Elle est importante parce que les chercheurs ont montré que plus une question engage une conviction et non une croyance, plus les participants dévaluent les arguments défavorables à leur position initiale. Et mieux, quand la question implique une croyance, il existe une corrélation avec le QI, une corrélation qui, comme on l'a vu, n'existe pas pour les opinions qui impliquent des convictions. Donc, la leçon de tout ça, c'est qu'il existe des thèmes sur lesquels pèse davantage que d'autres le risque d'engrenage de fausseté, et il existe des groupes de gens, c'est-à-dire ceux qui possèdent des convictions fortes sur ces sujets, qui risquent davantage d'y sombrer. Or, évidemment, qu'étudie-t-on dans les départements de sciences sociales à l'université ? Des sujets qui, très souvent, mettent en jeu son identité politique. Le genre, la race, la religion, le féminisme, la colonisation, le capitalisme, les inégalités. Au sein de ces départements, donc, les gens auront plus souvent des convictions. Par exemple, j'ai la conviction qu'il existe un racisme systémique, qu'au sein des départements de physique. Je crois à la relativité restreinte. Ainsi, rien qu'en vertu de la nature des thèmes étudiés, les sciences sociales pourraient être le temple du biais du supporter. Un problème amplifié par le profil des étudiants et des professeurs au sein de ces départements. En plus d'être, comme on l'a vu, des gens particulièrement doués pour rationaliser des idées absurdes, ce sont des hommes et des femmes bien plus politisés que la moyenne, susceptibles non seulement d'avoir des convictions, mais d'avoir des convictions particulièrement fortes, et donc de succomber souvent au biais du supporter. Évidemment, pas par tous les étudiants, ni tous les profs en sciences sociales. Allons plus loin.
Du fait de l'évolution des idées dans ces domaines, on encourage de plus en plus les étudiants à lier leurs opinions à leurs identités, renforçant l'engagement émotionnel impliqué dans chacune de leurs convictions, et donc à la fois la difficulté à s'en départir et leur propension à céder au biais du supporter. Dès les années 60, la notion de savoir-pouvoir de Foucault remet en cause la possibilité d'atteindre une vérité objective et postule que chacun, selon sa position sociale, aura accès à une connaissance à laquelle d'autres ne peuvent prétendre. Résultat, nos convictions idéologiques deviennent le produit de notre identité. Celui qui les remet en cause, puisqu'il attaque le savoir auquel notre identité nous donne accès, nous attaque personnellement. On pense par exemple au slogan de mai 68 « D'où parles-tu, camarade ?» Depuis quelques années, cette tendance s'est accélérée, sauf que, on le sait, l'identité socio-économique a cédé sa place à l'identité ethnique, religieuse ou sexuelle. L'idée, avec par exemple l'injonction à laisser parler les concernés, reste la même. Notre connaissance de certains sujets dépendrait de notre identité, réduite ici de façon un peu régressive à un taux de mélanine ou à des organes sexuels, et en fonction de notre identité, nos convictions auraient plus ou moins de valeur, nous serions plus ou moins légitimes à nous exprimer. On pense en tant que femme, en tant que racisé, en tant que personne LGBT, etc. Donc la dissociation merci, entre identité et conviction est d'autant plus compliquée que le lien fonctionne aussi dans le sens inverse. L'adhésion à certaines idées construit notre identité. Par exemple, lorsqu'une personne non blanche adhère à la vision intersectionnelle, qui postule l'existence d'une grille d'oppression, elle adopte une nouvelle identité sociale, celle de victime d'une société systémiquement raciste. Les conséquences de tout cela, pour les départements de sciences sociales, sont les transformations de croyances en convictions extrêmement fortes, et donc l'augmentation phénoménale de la porosité au biais du supporter. Je vais citer un troisième et dernier facteur qui, je pense, amplifie la tendance au biais du supporter dans les universités, l'absence de pluralisme. Reprenons un des exemples présentés plus haut. Si on me présente deux études, l'une prouvant que la Terre est plate, l'autre que la Terre est ronde, je vais utiliser ma conviction absolue dans le fait qu'elle est ronde pour dévaluer à 100% l'étude qui affirme l'inverse. Quelle que soit la solidité méthodologique de l'étude qui affirme que la Terre est plate, je n'y croirai pas. Et ce sera complètement rationnel de ma part. Mais imaginez maintenant un monde parallèle. Dans ce monde, je pense que la Terre est ronde. Mais la question fait débat, et certains scientifiques sérieux, qui sont profs à Sciences Po et à Harvard, affirment l'inverse. Dans ce cas-là, je dévaluerai beaucoup moins, a priori, l'étude affirmant que la Terre est plate. Je la lirai plus attentivement, et si elle est convaincante, je l'utiliserai peut-être pour revoir à la baisse la probabilité que j'attribue au fait que la Terre est ronde. Cette expérience de pensée illustre un des dangers en sciences sociales. Si la croyance dans l'existence d'un racisme systémique, par exemple, devenait aussi solidement ancrée que la croyance que la Terre est ronde, nous deviendrions complètement incapables de pensée critique et aveugles, et rationnellement encore une fois, c'est bien ça la tragédie, aux éléments infirmant notre conviction. Or, l'absence de confrontation à des opinions adverses mène logiquement à une augmentation de nos certitudes. Le manque de pluralisme est devenu une réalité indéniable. En 2015, une étude a montré qu'au sein des départements de sciences sociales aux États-Unis, seuls 5% des professeurs sont conservateurs. Dans les départements de psychologie, il y avait en 2012 14 fois plus de professeurs qui avaient voté pour Obama que pour Mitt Romney aux élections présidentielles. En 2020, à Harvard, un sondage sur un échantillon de 500 professeurs dans les sciences sociales a révélé que seuls 2% d'entre eux étaient conservateurs. À Sciences Po, en France, et je me réfère à l'interview de Leonardo Orlando dans l'Express il y a 2 semaines, son cours a été annulé, plus de 80 cours par an sont dispensés sur le genre dans une perspective qui nie la biologie. Pas un seul ne propose une approche contestant l'idée que les différences hommes-femmes seraient toutes socialement construites. À l'été 2022, justement, l'institution, sous pression des étudiants woke, a même fait déprogrammer un nouveau cours qui devait enseigner une approche du genre ancrée dans la théorie de l'évolution, celui justement de Leonardo Orlando. Donc le résultat, c'est qu'en 2022, 75% des étudiants de Sciences Po, selon un sondage récent, déclarent que toutes les différences, je cite, toutes les différences entre hommes et femmes sont artificielles et uniquement produites par la société. Autrement dit, 75% des élèves de Sciences Po ne croient pas au consensus scientifique sur la question du genre. Et évidemment, on connaît maintenant les conséquences. S'ils étaient amenés à voir une étude qui disait l'inverse, ils projetteraient rationnellement leur certitude qu'elle est fausse pour la dévaluer.
je passe à ma dernière partie, où je vais vous parler du risque à terme, qui est le risque de création d'un univers parallèle, en fait, d'une réalité parallèle. Donc, reprenons notre exemple favori, l'exemple de la Terre plate. Si vous affirmez que la Terre est plate, vous aurez l'air fou. Mais maintenant, si vous réunissez 20 scientifiques qui pensent que la Terre est plate et que vous créez un département dans une université, vous pourrez publier des papiers évalués par vos pairs, voir vos travaux cités dans des manuels académiques, faire passer des examens et distribuer des diplômes. Imaginez maintenant qu'on ne parle pas de quelques dizaines de scientifiques, mais de plusieurs milliers, et que ceux-ci deviennent majoritaires à Sciences Po, Harvard, Cambridge, ainsi qu'au CNRS et parmi les journalistes scientifiques du Monde et de la BBC. Imaginons un dérapage à la télé d'un chroniqueur qui affirme que la Terre est ronde. Derrière, les décodeurs du monde, se référant à des chercheurs de Harvard, démontrent que la Terre est plate. Imaginez qu'un séminaire est programmé à Sciences Po qui présente des théories selon lesquelles la Terre serait ronde. Derrière, pression des étudiants qui se réfèrent à l'article des décodeurs paru le mois précédent et annulation logique du séminaire. Donc la vérité est désormais que la Terre est plate. Et on pourrait d'ailleurs réhabiliter partiellement Foucault, parce qu'il existe évidemment une réalité objective, la Terre est ronde, mais il existe aussi une vérité subjective définie par les dominants culturels d'une époque. Et donc, dans cette expérience de pensée, nous avons créé un système circulaire de validation de nos convictions. On peut prouver scientifiquement que la Terre est plate, et peut-être même exiger que la lutte contre la fake news, selon laquelle la Terre est ronde, devienne un objectif de politique publique. De surcroît, parce que nous projetterions notre certitude dans cette théorie pour dévaluer les éléments pouvant l'affirmer, nous serions vaccinés contre toute potentielle réfutation. L'expérience de pensée semble fantaisiste, mais elle correspond exactement à ce à quoi nous assistons dans certaines sciences sociales. Le philosophe Peter Boghossian, américain, raconte dans un article éclairant dans le Wall Street Journal comment se sont développées les Fat Studies aux États-Unis. Donc Fat Studies, études sur l'obésité. Première étape, des universitaires développent une opinion. Notre perception négative de l'obésité est une construction sociale injustifiée et scandaleuse, puisque l'autorité attribuée à la médecine s'inscrit dans une dynamique arbitraire de savoir-pouvoir. Deuxième étape, ces universitaires se réunissent et lancent une revue à comité de lecture, nommée Fat Studies, la revue existe vraiment. Elle possède un conseil d'administration, tout ça est vrai, un conseil d'administration, un processus de soumission, un groupe d'experts accrédités pour examiner les soumissions, etc. Et voilà, donc en entrée, on a des opinions, en input, comme on dirait, on a des opinions, en sortie, output, on a des connaissances validées académiquement. Le biologiste américain Brett Weinstein il a créé un terme du blanchiment d'idées, pour décrire ce mécanisme de transformation de convictions politiques en connaissances faussement objectives. Évidemment, et là c'est Boghossian qui parle, arrive le moment où certains émettront des objections. Je cite la citation qu'il a créée. Mais il existe des preuves médicales, la prévalence du diabète de type 2, l'augmentation des risques de maladies cardiaques, indiquant que l'excès de graisse est un danger pour la santé. En réponse, on renverra à un article de la revue. Et là, l'article est un article qui existe vraiment, je cite, « Vers une pédagogie du gras, étude des approches pour remettre en question le discours sur l'obésité dans l'enseignement post-secondaire ». Article qui existe vraiment, vous pouvez le trouver en ligne. Troisième étape, des spécialisations académiques entières sont créées et des milliers d'étudiants sont évalués sur leur capacité à restituer fidèlement le savoir établi par les papiers publiés dans cette revue. Ceux-ci amènent ensuite leur connaissance dans le monde du travail et peu à peu, des contre-vérités envahissent l'ensemble de la société. Remarquons qu'on ne débattra pas avec les réfractaires, on leur dira de s'éduquer. Et de fait, une vaste littérature académique leur permettra de le faire. Notons aussi que les propos discordants ne sont pas qualifiés de scandaleux, mais de problématiques. Avec ce terme, l'idée c'est qu'on ne formule pas un jugement de valeur, mais un diagnostic non militant, étayé par des considérations presque scientifiques. Et plus, comme on l'a vu, chacun devient convaincu que ses idées sont valides, plus le biais du supporter entre en jeu, dans un cercle vicieux de légitimation de fausses croyances et de protection contre la réfutation. Et je finis là-dessus sur une anecdote personnelle, sur le sujet des différences hommes-femmes que j'ai évoqué un peu plus tôt. J'ai découvert à mes dépens
que la situation était, que la tendance était la même. Il y a quelques semaines, sur un plateau télé, je débattais face à une autrice féministe, spécialiste de la consommation de viande par le patriarcat. Et j'ai affirmé que puisque les hommes et les femmes n'ont pas, en moyenne évidemment, les mêmes profils psychologiques, on ne peut pas automatiquement déduire de l'absence de parité homme-femme dans un domaine, en l'occurrence, le domaine c'était autour du barbecue, l'existence d'une construction sociale qui brimerait les aspirations des femmes. Pour appuyer mes propos, j'ai notamment mentionné Steven Pinker, que personnellement je tiens pour un des plus grands intellectuels contemporains, en pensant à son livre The Blank Slate, que je vous recommande si vous ne l'avez pas lu, je considère que ce livre est un chef-d'œuvre. Et dans ce livre, il démontre l'idée qui est à la mode dans les sciences sociales, qu'il n'existerait pas de nature humaine et que l'homme serait à sa naissance une page blanche. Et pendant les 48 heures qui ont suivi, j'ai découvert sur Twitter l'existence d'un monde parallèle auquel adhéraient des milliers et des milliers de woke. Un monde où Pinker est un charlatan, et le fait même que j'ai pu le citer sur un plateau télé les faisait vraiment rire, mais vraiment beaucoup rire, mais où les travaux de sociologues d'extrême gauche sur la masculinité toxique faisaient référence. Et il me disait de m'éduquer en lisant, il me renvoyait vers des papiers de sociologues qui avaient beaucoup écrit sur la masculinité toxique et la viande. Un monde où le consensus scientifique sur les différences hommes-femmes est un mythe d'extrême droite, mais le fait de jeter le doute à la télé sur les conclusions d'une militante féministe, un scandale démocratique. J'ai vraiment eu des gens qui considéraient que c'était scandaleux de laisser parler quelqu'un qui, à la télé, disait qu'il existait des différences biologiques entre les hommes et les femmes. Et un monde où on me disait, on m'ordonnait avec bienveillance, et vraiment sérieusement, de m'éduquer sur la question du genre, j'ai vraiment eu ça, en lisant Par-delà l'Androcène de Sandrine Rousseau, avec 2 sociologues militantes extrémistes. Voilà, bon, donc je finis là-dessus. Et je laisse la parole.